7 janvier. Au lendemain des émeutes du Capitole, nous publions une vidéo retraçant les événements minute par minute, comme beaucoup d'autres médias. 12 janvier. YouTube suspend la vidéo et envoie un avertissement au temps. Justification. De simples fournisseurs de services, des plateformes comme YouTube et Twitter sont-elles devenues de véritables éditeurs avec un droit de regard sur leur contenu? Si oui, qui l'exerce? Une chose est sûre, pas besoin de s'appeler Donald Trump pour voir sa liberté d'expression réduite sur les réseaux sociaux. À partir du 8 janvier, Donald Trump disparaît successivement de tous les réseaux sociaux. Dans la foulée, d'autres profils sont retirés par les plateformes car jugés conspirationnistes. Mais jugés par qui? Quel pouvoir donne-t-on à des fournisseurs d'infrastructures pour décider de ce qui est bien ou mal? Et c'est ça le grand danger, c'est de laisser dans une poignée d'entreprises très spécifiques la liberté ou non de censurer ou pas. Dans l'article de ses conditions d'utilisation concernant l'intégrité des élections présidentielles, YouTube dresse la liste des contenus interdits et précise: juger de la mise en contexte relève très clairement du travail d'un éditeur. Or, jusqu'à présent, les réseaux sociaux n'ont qu'un statut d'hébergeur, de simple fournisseur de services. Pour risquer une analogie avec le monde réel, c'est comme si notre centre d'impression refusait d'imprimer le temps dès qu'un article lui paraît problématique. Alors à la base, Twitter, Facebook ou YouTube veulent intervenir le moins possible dans les contenus qui sont mis en ligne parce que leur but, c'est avant tout évidemment de faire du chiffre d'affaires via des clics, via les publicités qui sont affichées. Donc ces dernières années, tous ces réseaux sociaux ont voulu faire le minimum de police au sein du contenu qui a été publié. Et comme disait Mark Zuckerberg, nous ne voulons pas être l'arbitre de la vérité. Aux États-Unis, c'est la section 230 du Communications Decency Act qui exonère les plateformes de toute responsabilité quant au contenu. Une situation souvent dénoncée par les conservateurs qui se plaignent d'un certain biais des réseaux en leur défaveur. Et finalement, pourquoi ne pas forcer ces médias sociaux à prendre leurs responsabilités en leur donnant ce fameux statut d'éditeur? Premier problème, leur position quasi monopolistique. Certains évoquent d'ailleurs une forme d'oligarchie numérique. Parler en a fait les frais. Imaginée comme une sorte de Twitter alternatif et très attachée à la liberté d'expression, l'application a recueilli tous les bannis des autres réseaux sociaux. Dans le sillage des événements du 6 janvier, les GAFA se sont unis pour la détruire. Alors, il est très difficile pour ces réseaux alternatifs d'exister. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont en grande partie hébergés par le cloud d'Amazon et puis également leurs applications peuvent être censurées par Apple et Google dans leurs App Store. Donc on voit en fait que ces réseaux alternatifs, pour exister, en fait, ont besoin du feu vert, de l'autorisation presque des géants de la tech. Deuxième problème, leur visée commerciale. Il faut comprendre le coût de développement de ces plateformes, de maintenance de services et de la rentabilité attendue de ces plateformes par ces entreprises privées. Donc là, on a deux objectifs contradictoires, c'est laisser la parole à des entités, à des personnes et faire de l'argent avec du gratuit. Or, les contenus qui génèrent le plus de réactions et donc le plus de chiffres sont rarement les plus mesurés ou les moins polémiques. Restreindre l'accès à ces contenus ou couper tout lien avec un client en particulier, c'est bien le droit de toute entreprise privée. Pourquoi les géants du numérique seraient-ils tenus d'agir autrement? Ces réseaux sociaux qui touchent un grand nombre d'utilisateurs peuvent être, par certains égards, considérés comme des places publiques sur lesquelles on pourrait prendre la parole et s'exprimer. Donc ça soulève effectivement de nombreuses questions, notamment de régulation des contenus, et de définir plutôt les règles du jeu. Quelles sont les règles du jeu applicables dans un espace public commun partagé au niveau de la planète? Dans ces conditions générales, Twitter précise d'ailleurs que des règles spécifiques s'appliquent aux world leaders, pour des raisons d'intérêt public. Le premier amendement de la Constitution américaine garantissant la liberté d'expression, mais ne s'appliquant en principe que dans l'espace public, peut donc être invoqué, dans certaines circonstances, sur les réseaux sociaux. La Cour suprême américaine a rendu 2 jugements dans ce sens, en 2017 et 2019. Le premier fait de l'accès aux réseaux sociaux un droit constitutionnel. Quant au second, il concernait déjà Trump qui avait bloqué certains de ses followers, un jugement qui fait ironiquement écho à la situation actuelle. La Cour jugeait alors qu'un président n'était pas en droit de retirer l'accès à ses propos à quelques citoyens. Aujourd'hui, Twitter et les autres s'octroient le droit de retirer l'accès à tous les propos du président pour tous les citoyens. Une situation qui est loin de ne concerner que les États-Unis. Les réactions internationales face au bannissement de Trump ont d'ailleurs été nombreuses et inquiètes. Même l'opposant russe Navalny a dénoncé le côté arbitraire et opaque de cette décision.
De quoi ajouter au flou général entourant ce type de plateforme et en amener certains à demander une intervention politique. L'affaire Trump est un grand révélateur du pouvoir de ces réseaux sociaux et de ces plateformes numériques pour lesquelles nous, utilisateurs, nous, Suisses, nous n'avons pas de contre-pouvoir à opposer. Nous sommes à la merci de leurs règles qu'ils édictent d'une façon unilatérale et qui peuvent changer comme bon leur semble. Du côté américain, le dossier est désormais sur le bureau de Biden. En France, le débat s'articule autour d'un statut intermédiaire à donner à ces plateformes entre l'hébergeur et l'éditeur. Et chez nous ? Alors en Suisse, il n'y a pas de débat aussi vif qu'aux États-Unis ou en France par rapport à la responsabilité des réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. On a vu récemment, par exemple en 2020, une personne qui a été condamnée parce qu'elle avait liké des accusations de racisme ou d'antisémitisme par rapport à une personne. Mais là, on voit bien que c'est la personne qui a été condamnée et ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont été mis en accusation par la justice suisse.